Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, changement de plan en fait, j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Je comptais faire une nouvelle série de vidéos qui tomberait tous les mois. Je t'en parlerai dans les prochaines vidéos quand finalement je récupère un peu toutes mes informations, etc. Mais donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai tout simplement fait un Q&A sur Instagram en story où je t'ai proposé de me poser n'importe quelle question que donc justement je vais répondre dans cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Elliot et je suis trader pro depuis des années. Et donc toutes ces questions, bon, on va sûrement avoir un lien avec le trading, l'investissement, la finance. Et je vais essayer d'y répondre de manière concise et précise, suivant la question évidemment avec plus ou moins d'informations. Pourquoi tu ne lancerais pas un robot qui se placerait selon tes méthodes? Je l'achèterais direct. Tout simplement parce que la manière dont je trade pas de manière on va dire robotique, dans le sens où il y a une grosse partie de mon analyse qui vient du fondamental et d'expérience, qui fait que c'est pas quelque chose qu'on peut coder dans un robot. Okay, si ma stratégie c'était d'acheter quand les moyennes mobiles se croisent et de revendre quand les moyennes mobiles se croisent encore, ok, c'est très simple à coder. Okay, si ça se basait que sur des supports et résistances, aussi, ça sera plutôt simple à coder. Voilà, comme je dis, dès qu'on commence à y mettre du fondamental, une compréhension globale de l'économie, de la finance intermarché, c'est-à-dire regarder par exemple le prix des commodités ou le prix des indices pour en déduire certains mouvements sur le forex, là ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai jamais personnellement créé de robot et que j'utilise pas de robot dans mon trading. FTMO ou autre fournisseur de capital. Alors personnellement, j'aime jamais recommander quelque chose que je ne fais pas personnellement. C'est pour ça que tu me verras jamais promouvoir des courtiers qui me payent pour parler d'eux, etc. Les seuls courtiers dont j'ai pu te parler, c'est des courtiers que j'utilise personnellement. Je déteste les personnes qui font ça. Donc FTMO, personnellement, c'est pas une compagnie que j'ai utilisée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'ai commencé le trading c'était pas quelque chose qui était très populaire en ligne sur les réseaux sociaux. Ces compagnies-là, donc les FTMO, les fournisseurs de capital, n'existaient pas encore. Donc voilà, j'ai jamais eu cette option, donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai entendu? Il y a même des personnes de la formation qui sont passées par FTMO et d'autres fournisseurs de capital pour qui ça marche très bien. Donc, de ce que j'en entends, il y a énormément de positifs et c'est vrai que ça peut vraiment être une solution pour beaucoup de personnes. Okay, maintenant, je vois aussi l'autre côté, dans le sens où j'ai des amis qui avaient créé justement une compagnie de cette sorte où ils prêtent de l'argent à des traders. De mon point de vue, je lui disais que je trouvais ça peut-être un peu risqué en termes de gestion de risque de son côté, de prêter de l'argent à des traders. Et c'est là en fait qu'il m'a montré un peu les chiffres derrière. Et pour sa société, je ne vais pas dire de nom, mais il fallait payer mensuellement un frais, donc on va dire 200 $, pour avoir un capital de par exemple 20 000 $ avec lequel tu peux trader. Okay, et je crois que tu avais 100% des profits. Enfin bref, je me rappelle plus trop de l'histoire. Mais ça veut dire que le gars, tu payes tes 200 $ par mois, enfin trader 20 000 $ de capital, ce qui est sympa. Et ça veut dire que si tu fais bien le calcul en fait, le gars recevait 2400 $ par an d'intérêt sur les 20 000 qu'il prêtait. Okay, donc c'est-à-dire qu'il se prend un intérêt qui est au-dessus de 11% par an, ce qui est en fait très très bien. Donc c'est pour ça que je dis, ces sociétés, ça peut être une bonne chose. Premièrement, il faut déjà être très très bon, d'accord. La première étape, c'est passer fournisseur de capital. La première étape, c'est gérer ton trading, gérer tes émotions, savoir gérer ton risque, etc. C'est être profitable, ok, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, n'importe quelle société avec laquelle tu vas, regarde vraiment tous les avis parlants autour de toi, premièrement. Et deuxièmement, regarde aussi les petites lignes, ce qu'on appelle terms and conditions. Donc littéralement les petites lignes, c'est généralement dans ces petites lignes-là qu'ils vont se faire leur argent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui te font payer pour passer des tests, pour rentrer, et puis 80% de leur chiffre d'affaires va dans ces tests en fait finalement. Donc voilà, mon conseil c'est regarde les petites lignes. Quel conseil à donner à un jeune qui s'intéresse au trading? Alors c'est une question qui revient très souvent et tu vas voir que je vais avoir plusieurs réponses tout au long de cette vidéo. Mais bon, là pour commencer, quel conseil j'aurais? Mon conseil ce serait vraiment, demande-toi si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire. Pourquoi je te pose la question de est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire? Parce que je dis toujours, soit tu y vas et tu t'y mets à fond, soit tu le fais pas du tout. Parce que si tu fais un entre les deux, tu veux juste un peu tâter le terrain, tu veux t'essayer au trading, je peux te garantir que ça va pas marcher. Je peux te garantir que ça va pas marcher. Et le pire en fait dans tout ça, c'est que tu vas perdre du temps à essayer d'apprendre de droite à gauche en regardant des vidéos YouTube en 2-2, des tutos, donc la pire chose à faire. Deuxièmement, tu vas investir ton propre capital pour essayer de gagner de l'argent que tu vas perdre tout simplement, donc tu vas perdre de l'argent. Donc littéralement, tu as perdu ton argent et tu as perdu ton temps et tu n'as rien appris. Donc vraiment zéro équation. Okay, et à l'inverse, si tu t'y mets vraiment à fond, tu te formes à fond, tu sais que c'est ça que tu veux faire, tu regardes dans la longueur et là tu t'y mets. Okay, donc voilà, comme je te dis, je te conseille pas de faire ça en 2-2. Si tu t'y mets, fais les choses bien. Donc voilà, mon conseil c'est pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire ou c'est juste une lubie parce que tu as vu une photo de quelqu'un qui avait un écran de trading sur Instagram. Voilà, ça c'est ma question pour toi. Comment s'expatrier?
Alors ça c'est une question qui est très globale et en fait ta réponse va dépendre de l'endroit où tu veux t'expatrier. Est-ce que tu veux t'expatrier au Panama? Est-ce que tu veux t'expatrier à Dubaï? Quels sont les endroits où tu veux t'expatrier? Premièrement, pourquoi tu veux t'expatrier? Si c'est raison fiscale ou si c'est pour avoir une meilleure vie, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais voilà, comment s'expatrier de manière générale, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir des avocats qui vont faire tout le processus de manière très simple. Okay, c'est pour ça que s'expatrier, c'est pas quelque chose qui n'est pas cher, d'accord, ça demande de l'argent et ça demande d'être, pour moi, je pense, vraiment financièrement très confortable et très stable dans ce que tu fais pour que si jamais il y a un problème, tu es extrêmement large, tu peux vivre encore des années. Donc voilà, l'expatriation, ça c'est mon conseil, passe par des avocats. Des conseils pour réussir FTMO, soit 10% à un mois, c'est challenging. Mon plus gros conseil, c'est de travailler sur ton trading en fait, tout simplement. Des fois, je vois des personnes qui veulent faire le challenge FTMO et qui se sont même pas trop penchés sur le trading en lui-même. C'est la base. Forme-toi vraiment, développe ton expérience, apprends tes erreurs, traque toutes tes performances, regarde tes statistiques, essaye de changer des petites choses pour voir si ça améliore tes performances, etc. Et une fois que tu arrives à ces résultats, c'est après que tu fais ton test FTMO. C'est pas avant et par chance tu passes le test FTMO. Parce que même si par un coup de chance tu fais une série de gains et tu passes ton test FTMO, par la suite, si ton compte tu le grilles et tu n'arrives pas à faire tes retours, tu vas pas gagner d'argent, ça sert absolument à rien. Ton opinion sur les montres connectées? Honnêtement, le concept j'aime bien, mais pour être honnête, j'aime trop les montres traditionnelles, les montres à mouvement, les montres automatiques pour avoir une montre connectée au poignet. Donc je vais partir sur les montres normales et puis comme je te dis, même si j'aime beaucoup, j'ai pas envie d'être ce connard qui a une montre normale à gauche et puis une montre connectée à droite, donc on va éviter ça. Comment as-tu appris le trading? Alors pour ma part, j'ai d'abord commencé en tâtonnant, d'accord? Donc j'ai commencé la première fois avec un compte démo, j'avais pas de connaissances, mais j'ai commencé en faisant des trades, en regardant ce qui marchait, en regardant ce qui marchait pas et en adaptant. Donc ça a été ma première expérience. Et puis par la suite, j'ai eu un mentor personnel qui travaillait au FX Research chez Crédit Suisse, donc du côté institutionnel, et là c'est lui qui m'a vraiment tout appris et c'est pour ça que j'ai une approche assez différente de certains traders retail ou quoi que ce soit dans mon trading. Comment as-tu appris l'anglais? Le tien est très bon. Alors pour ma part, je suis anglais de base, je suis né en Angleterre, j'ai appris le français on va dire par la suite. Donc voilà, de base ma langue maternelle c'est l'anglais. Le prix de la formation va-t-il augmenter? Alors le prix de la formation avait déjà augmenté auparavant et il augmente en fait tout le temps, petit à petit. Pourquoi? Alors plus il y a de membres dans la formation, plus je suis un petit peu obligé de monter le prix de la formation pour avoir moins de membres, on va dire, et de contrôler ça pour pouvoir donner un meilleur service. Il faut savoir que quand tu rejoins la formation, tu as un accès direct au groupe membre, donc au workspace, où tout le monde va pouvoir poser des questions. Et je passe vraiment beaucoup de temps tous les jours à essayer de répondre à ces questions. Mais donc évidemment, plus il y a de traders, plus c'est compliqué de faire ça. Donc plus je suis obligé de monter le prix pour qu'il y ait finalement moins de personnes dans la formation. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais avoir tendance à rajouter des vidéos, que ce soit des vidéos de bonus ou par exemple ce mois-ci où j'ai rajouté tout un nouveau chapitre sur l'analyse fondamentale avec vraiment plein de vidéos, des outils, etc. Ça pareil, c'est des choses qui me prennent énormément de temps, qui font que la formation va avoir tendance à augmenter le prix. Donc ta réponse oui. Faut-il payer un abonnement pour ta formation? Alors pas du tout. La formation c'est un frais unique. Tu payes une fois et tu as un accès à vie. Tu n'as rien d'autre à payer par la suite, un truc mensuel, un truc annuel, rien du tout. Tu n'auras jamais à repayer en plus. Une seule fois, un seul frais, c'est fini, tu as accès, un accès à vie. Quel est le taux de retour positif de tes apprenants? Alors tout simplement dans la description je vais te mettre le lien de tous les avis, tous les revues de ma formation. Tu peux tout regarder, il y a toute une partie en français, toutes les personnes françaises qui ont pu mettre des avis. Donc je t'invite à regarder ça tout simplement. Salut, vous avez une école de formation en ligne? Si oui, comment ça se passe? Alors, une école de formation, je ne l'appellerai pas vraiment comme ça, mais j'ai une formation de trading dans laquelle je te montre absolument tout ce que je fais de A à Z. Je pars du principe que tu ne connais absolument rien, ok? Donc je te montre même comment comprendre les graphiques premièrement, et vraiment que tu aies des bases solides en finance, parce que après cette formation, je ne sais pas c'est quoi ton but. Peut-être après cette formation, ton but c'est juste d'être trader indépendant, d'être rentable, c'est ça le but de la formation, mais aussi peut-être que ton but c'est de plus tard travailler en institution, et donc je veux vraiment te donner des bases solides en finance sur lesquelles tu vas pouvoir bâtir, ok? Donc ça c'est la première chose. Et après tout au long de la formation, on passe sur des choses beaucoup plus avancées évidemment, mais comme je te dis, on part de zéro, mais on passe dans les choses plus avancées et on couvre vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Donc on avait parlé de l'analyse technique fondamentale, là je viens juste de rajouter un tout nouveau module sur l'analyse fondamentale d'ailleurs, que je t'invite vraiment à regarder, mais aussi il y a tout ce qui me paraît essentiel et tout ce qui moi m'a permis d'être un trader rentable. Donc on va couvrir tout ce qui est, donc je dis analyse, recherche, trading, mais aussi tout ce qui est psychologie, d'accord? Et je te parle pas de mindset, blabla, ce que tu vas pouvoir trouver en ligne, non. Vraiment la psychologie des marchés, donc pouvoir avoir des choses précises
pour t'empêcher d'avoir certains biais psychologiques. Puis il y a une énorme partie sur tout ce qui est la gestion de risque, parce qu'on va pas se le cacher. Je pourrais te parler d'un ami à moi qui travaille en fonds d'investissement et tu pourrais lui dire de faire pile ou face avec une pièce, il serait toujours profitable à la fin du mois. Pourquoi? Juste avec sa gestion de risque. Okay, donc vraiment, il y a tout un module sur la gestion de risque. Puis par la suite, il y a aussi tout un module sur l'évolution d'un trader finalement, parce que trader c'est bien beau, mais il faut aussi apprendre de ses erreurs. Donc il y a plein de choses que tu vas aussi pouvoir télécharger. Il y a tous les fichiers Excel que tu peux télécharger et utiliser pour tes propres trades, tout ce qui est backtesting, tout ce qui est journaling, enfin bref. Tout ce qui moi m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui est dans cette formation. Donc pareil, sous cette vidéo dans la description, tu as le lien de la formation et je t'invite à le visiter. Comment tu perfectionnes ton trading même le week-end? Alors, personnellement ce que je faisais auparavant, c'était le week-end, je m'asseyais et j'analysais tous les marchés pour la semaine à venir. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire, dès que j'ai commencé à travailler en institution parce que finalement en fait c'était ce qu'on faisait le lundi matin. Donc si tu faisais tout ça le dimanche, t'arrivais le lundi, t'avais rien à faire et voilà tu vois. Donc finalement j'ai changé ma façon de trader, on va dire, de cette manière là où le week-end je me prends vraiment un week-end et je fais vraiment une pause des marchés et je pense que c'est vraiment important. Au début pas forcément parce que tu es encore dans la phase d'apprentissage, donc il faut que tu bouffes des graphes, il faut que tu bouffes tes propres statistiques, que tu développes ton expérience et au bout d'un moment au niveau psychologique tu peux saturer. Donc voilà, moi personnellement en ce moment je suis à un stade où le week-end c'est le week-end, je vais pas du tout trader le week-end. Quand tu as commencé le trading? Alors j'ai commencé à trader maintenant il y a 7-8 ans, donc voilà, ça fait vraiment un bout de temps, j'ai une expérience et je dirais l'avantage que j'ai pu avoir, c'est même pas tant le fait qu'aujourd'hui j'ai 7-8 ans d'expérience, qui est bien évidemment un grand avantage, mais c'est plus que j'ai commencé assez tôt pour... On dit souvent par exemple que quand quelqu'un commence très tôt à apprendre une langue, il va l'assimiler très vite. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça a été le cas avec le trading, surtout tout ce qui est psychologie. Et tout le côté psychologie d'un trader, ça fait vraiment maintenant partie de ma personnalité. Et c'est des choses même que j'aurais du mal à changer. J'ai certaines façons de penser, de réfléchir. J'ai tendance à être émotionnellement très neutre, ce qui peut même pas poser problème parfois. J'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mais voilà, donc ouais, personnellement j'ai 7-8 ans d'expérience en trading. Maroc. Est-ce que tu comptes faire des live trading pour tous ou des coachings? Entre parenthèses, formation top. Bon, premièrement, merci mec. Et donc par rapport au live trading, c'est un truc que je fais jamais. Pourquoi? Parce que dans mon cas, mon argent est fait dans l'attente. Il n'est pas fait quand j'appuie sur les boutons. Ok, je suis pas un scalper. Je suis pas quelqu'un qui va trader du cheat chart ou des choses comme ça. Sauf si j'ai tradé des événements, auquel cas potentiellement on pourrait faire un live. Mais de manière générale, les lives ça serait plutôt chiant, tu me verrais juste sur mon ordi à faire mes recherches, mettre mes alertes, etc. et puis attendre quoi. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait de live, mais il y a une toute nouvelle série de vidéos qui arrive. Comme je t'ai dit, j'ai eu un problème avec mon ordinateur hier, donc ce dimanche il était censé y avoir la première vidéo de la nouvelle série qui sort. Mais bon, malheureusement tout va être décalé, mais c'est pas grave, ça va quand même sortir au bout d'un moment. Mais bon, tu auras une petite surprise sur ce point-là. Combien de temps une donnée du calendrier économique peut impacter le marché? Alors ça va vraiment dépendre en fait de l'annonce économique dont tu parles. La plupart des annonces économiques en fait sont prévues, donc tout le monde sait à quelle heure elles sortent, donc 80-90% de l'impact va arriver à la seconde même, d'accord? Il y a beaucoup d'algos, des choses comme ça et tous les traders sont arrivés sur leurs écrans. Maintenant, s'il y a une annonce économique qui n'était pas prévue, ok, l'exemple qui me vient c'est par exemple quand Donald Trump avait eu le Covid, c'est pas quelque chose auquel les gens s'attendent. Donc il y a eu l'annonce, c'est annoncé, mais là il faut le temps que tout le monde ait cette information et tout le monde réagisse. Donc là évidemment le mouvement va prendre beaucoup plus longtemps que 10 secondes, d'accord? Donc voilà, ça c'est la première chose à prendre en compte. Et deuxièmement c'est l'impact de l'annonce, donc toute annonce va être différente. Par exemple, là récemment, le mois dernier, on a eu les annonces du CPI aux États-Unis, donc les chiffres de l'inflation. Certes, il y a eu un impact direct, okay, mais aujourd'hui, on voit toujours l'impact. En fait, là, c'est en train de diriger les marchés. Il y a des flux monétaires qui sont en train de se balader à cause de ces informations qu'on a eues sur le CPI, sur les chiffres de l'inflation, d'accord? Parce que c'est une annonce qui est extrêmement importante. C'est pour ça que c'est très important de s'y connaître en fondamental pour savoir quelles annonces sont importantes et à quel moment, d'accord? Parce que si on parle d'il y a 3 ans, les annonces du CPI, on s'en fout, mais bon, ça change pas grand chose, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Quels sont les avantages et inconvénients de vivre au Panama?
Alors, bon, c'est une question super intéressante que j'aimerais vraiment développer dans une vidéo à part entière. Donc vraiment, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires si c'est quelque chose que tu aimerais voir, justement, tous les inconvénients et les avantages de vivre au Panama en tant que trader, parce que c'est pour ma part. Et donc bref, si je devais juste te donner une réponse rapide comme ça de ma tête sans avoir rien préparé, bah premièrement, ça serait la fiscalité, tout simplement. En tant que trader, tu peux t'arranger d'avoir une structure fiscale qui fait que c'est fiscalement très intéressant de vivre au Panama, c'est pourquoi je vis ici, et tout ça de manière légale, je précise. Deuxièmement, pour moi, un avantage au Panama, c'est le climat. Honnêtement, il fait entre 28 et 30 degrés toute l'année, il n'y a pas de chaud, froid, hiver, été, non, ça c'est la température toute l'année, franchement c'est super. Un autre point, c'est qu'il y a énormément de liberté, finalement, on peut faire un peu tout ce qu'on veut ici, finalement. Donc ça c'est vraiment super cool. Un troisième point en faveur du Panama, si on compare avec d'autres paradis fiscaux tels que Monaco ou Dubaï, qui sont des endroits où je suis souvent, c'est que Panama c'est un endroit qui est plus tranquille, plus normal en quelque sorte. Tu vas pouvoir rencontrer des gens un peu normaux, contrairement à Monaco ou Dubaï où tout c'est un peu le même style. Et honnêtement, Monaco, Dubaï j'adore, hein, mais au bout d'un moment c'est un peu chiant, je t'avoue, c'est un peu chiant. Et donc Panama, il y a un peu ce côté de t'es tranquille, c'est extrêmement privé aussi. Tu vas à Dubaï, tu connais un peu tout le monde, c'est un peu chiant. Monaco c'est pareil. Panama c'est très privé, t'es très tranquille. Et ouais, franchement à Panama tu peux vraiment avoir un très bon niveau de vie, c'est super agréable, j'aime beaucoup cette ville. Maintenant si on regarde les inconvénients justement de vivre au Panama en tant que trader, pour moi un qui a été au début, mais après on pourrait aussi voir ça comme un avantage, c'est que ça parle espagnol. De base j'ai juste fait espagnol au collège, donc je suis pas chaud. Voilà, ça a été un peu compliqué, je t'avoue. Mais bon, d'un autre côté, d'un avantage, c'est que tu peux vraiment apprendre la langue et puis parler une autre langue, parler espagnol. Donc voilà, il y a ce point-là. Un autre point qui pour moi c'est probablement le plus gros au Panama, c'est le service en fait. Le service il est pas fou. Si tu es habitué, donc pour ma part, à être dans des endroits tels que Londres, Monaco, Dubaï, etc., tu as tout comme ça, tout va hyper vite, les services sont tous au top, tout marche avec des applis, nanana. Au Panama, bon, c'est un peu plus tranquille, c'est un pays qui est encore en développement, donc il y a des avantages dans le sens où l'argent achète absolument tout, ça c'est très bien. Mais de l'autre manière, voilà, les services vont être assez limités. En quelque sorte, tu peux absolument tout faire. Mais bon, voilà, ça ce serait si je devais faire un récap très rapide de cette question. Ton avis sur les masters de finance en général? Alors, contrairement à beaucoup de personnes que tu vas voir en ligne, je suis pas du tout contre les études. Ok, je suis pas là à te dire il faut pas que tu étudies, il faut juste que tu suives des formations, etc. Non. Ok. Pour ma part, c'est très intéressant, surtout dans le sens où si tu veux travailler dans une institution par la suite, avoir un master en finance, ça va vraiment t'aider. Ok. Maintenant, est-ce que c'est primordial pour, par exemple, juste trader à ton propre compte? Non, pas du tout. Ok. Je dis toujours, quand tu fais quelque chose, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Si tu fais un master finance, pourquoi est-ce que tu fais ce master finance? Au bout du compte, un master finance, une école ou peu importe, c'est un pont, c'est une passerelle pour aller quelque part. Et malheureusement, je vois trop de personnes qui le voient comme un but. Oh, je veux faire ça. Non, tu ne veux pas faire ça, tu veux faire quelque chose d'autre et ça va te permettre d'y aller. Et donc, il y a certaines personnes, les études, ça va pas forcément leur permettre d'aller là où ils veulent parce que c'est un pont qui mène ailleurs que là où ils veulent aller, tu vois. Mais voilà, si ça correspond à là où tu veux aller, un master finance, pourquoi pas, tu vas apprendre pas mal de choses. Après, en trading pur, pour ton trading personnel, non, tu vas pas apprendre à trader dans un master finance. Mais c'est pas forcément la question et c'est pas forcément le but. Comment être embauché par un fonds d'investissement? Alors bon, c'est une question assez large, je suis pas recruteur dans un fonds d'investissement non plus. Mais bon, les choses que je sais, premièrement, les études, c'est important, d'accord. Donc si tu n'as littéralement aucun diplôme, juste de l'expérience en trading, ça va être un peu compliqué. De l'autre manière, si tu n'as que des diplômes et aucune expérience en trading, ça va être un peu compliqué. Donc si tu veux toutes les chances de ton côté, essaye d'avoir des diplômes, de bonnes écoles, d'accord. En France, je ne connais pas trop, si c'est école en Angleterre, US, etc., je le connais, mais en France, je ne connais pas trop les écoles. Mais donc voilà, avoir ça, et deuxièmement, une expérience dans le trading. Quand je dis expérience dans le trading, c'est pas montrer un compte eToro, ou j'en sais rien, Robinhood, ou un truc bizarre, non. C'est vraiment avoir une vraie expérience, avoir un track record, ok, pouvoir montrer tes performances, des trucs écrits noir sur blanc, montrer une gestion de risque, d'accord. Honnêtement, c'est le truc le plus important si tu veux rentrer dans un fonds d'investissement, ça va être la gestion de risque. Donc voilà, quand je te dis une expérience solide qui est prouvée, pas juste ça fait 3 ans que je trade et ça marche plus ou moins, ça sert à rien. Les traders ont-ils encore un avenir où ils vont être remplacés par des intelligences artificielles ou autres? Alors, c'est une question que je reçois beaucoup.
Pour ma part, tout le monde a potentiellement des avis différents, mais pour ma part, non, les traders vont toujours être là, dans le sens où il y aura toujours des marchés à exploiter. Ok, un trader à la base, c'est juste quelqu'un qui achète et qui revend. Personnellement, je suis spécialisé dans le forex, mais je pourrais être spécialisé dans l'immobilier, acheter et revendre des apparts. Ok, je pourrais être spécialisé dans les montres, quelque chose que j'aime beaucoup, acheter et revendre des montres. Je connais des personnes qui sont dans ce business-là. Techniquement, c'est des traders, ils achètent et ils revendent des montres. De l'autre manière, pourquoi je pense qu'il y aura toujours une place pour les traders, c'est que il y a certaines choses que les intelligences artificielles ne peuvent pas faire, que les traders peuvent, c'est vraiment prendre du recul, regarder la situation, regarder ce qui se passe et prendre des opportunités en fonction de ce qui se passe. D'accord ? Ça, donc, c'est tout le côté fondamental. Et le fondamental va toujours être là, c'est pour ça qu'on a toujours des hedge fund managers. Et puis même si on parle des intelligences artificielles, des robots, etc., il y a toujours des traders de base qui codent ces programmes. Donc voilà, pour moi le métier de trader n'est pas du tout voué à disparaître, loin de là. La nouvelle mode du SMC, donc je suppose que tu veux dire Smart Money Concept, Trading Strategy. Alors, j'en entends énormément parler en ce moment, ça me fait plaisir que tu dises que c'est la nouvelle mode, parce que ouais, je sais pas d'où ça sort là tout d'un coup, mais beaucoup de personnes m'en parlent et beaucoup de personnes me disent que c'est comme ça que traitent les institutions. Alors, la première chose que je veux dire, c'est qu'un trader en institution, ça ne veut pas dire quelque chose en soi. Une institution, il y en a tellement qui se concentrent dans plein de manières différentes. Il y a des traders qui vont être que algo, ça va être que ça va être du scalping, un truc qui va être complètement différent. À d'autres fonds d'investissement qui vont vraiment se concentrer sur du value. T'as d'autres fonds d'investissement qui vont aussi être des fonds d'investissement qui vont prendre de l'investissement, qui vont essayer d'investir dans certaines sécurités financières pour obtenir un autre objectif qu'un retour financier. Un exemple, des investisseurs qui aimeraient avoir un visa dans certains pays vont devoir investir, on va dire, 1,5 million dans des blue chip stocks, par exemple, pour avoir le visa d'investisseur de ce pays-là. Bah, évidemment, un fonds d'investissement pourrait se spécialiser à prendre des investissements, investir dans ces blue chip stocks pour les investisseurs. Leur but, ok, c'est de gagner un peu d'argent, mais c'est surtout de choper le visa investisseur avec le moindre risque. C'est quand même un fonds d'investissement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ce que je veux dire par là, par un trader institutionnel, ça ne veut pas tout dire ou rien dire, ok ? Donc cette histoire de Smart Money Concept, est-ce que les traders institutionnels l'utilisent uniquement ça ? Moi personnellement d'expérience, je ne l'ai jamais vu utiliser. Okay, je ne l'ai personnellement jamais vu utiliser. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent aussi en banque, que ce soit investment bank ou institution financière. Je connais personne qui l'utilise non plus. Voilà, est-ce que ça veut dire que c'est pas du tout utilisable ? Non. Mais voilà, je pense que c'est toujours important d'avoir une vue globale et de ne pas penser de jurer que par une chose. Ce Smart Money Concept qui, comme je te dis, vient juste d'apparaître, personne n'en parlait vraiment avant et là tout d'un coup tout le monde en parle. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Tu es plutôt day trading ou swing trading ? Alors pour ma part, je vais plutôt être, on va dire un peu entre le day trading et le swing trading, plutôt day trading. Et ça va aussi dépendre des périodes, dans le sens où il y a des périodes où je vais par exemple un peu voyager ou quelque chose, je vais plus être sur le swing trading parce que je peux pas gérer des positions en day trading, tout simplement. Mais de manière générale, quand je suis à mon bureau, quand je suis ici, je suis en day trading carrément, et quand j'étais en institution, c'était aussi ça. Maintenant, je veux vraiment qu'on arrête de faire ces grosses différences entre est-ce que tu es un swing trader, un day trader, un scalper, parce qu'au bout du compte, c'est pas différents types de trading, c'est pas différents types de trading. Je t'invite d'ailleurs à regarder une vidéo à ce sujet que j'ai fait, qui va s'afficher juste ici. Je sais pas trop comment on fait, mais je vais essayer de faire en sorte que tu puisses cliquer là pour regarder la vidéo sur justement les différents types de trading qu'il y a et le fait en fait que le swing trading, day trading, scalping, c'est pas différents types de trading. Et tu conseilles quel style de trading swing day pour un portefeuille de 500 $? Alors j'ai déjà répondu à cette question, mais donc le swing trading et le day trading, c'est pas deux différents types de trading, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est les unités de temps que tu vas utiliser. Tu vas trader sur du 15 minutes, ou du 4 heures, ou du 1 minute, du 5 minutes, c'est la seule chose qui change. Tu utilises un terminal Bloomberg. Alors le Bloomberg Terminal, c'est quelque chose que j'utilisais quand je travaillais en fonds d'investissement. Et pour être honnête, moi, de la manière dont je trade, et on va dire la plupart des traders sur le Forex, quand tu trades FX Spot, tu vas utiliser 4% du terminal Bloomberg pour faire ce que tu as à faire. Donc je t'avoue, maintenant je suis plus en fonds d'investissement, je suis ici à Panama. Je pourrais payer une licence Bloomberg Terminal, ce qui d'ailleurs c'est extrêmement cher, mais techniquement je pourrais le faire payer mensuellement. Mais pour moi, il n'y a aucun intérêt, d'accord ? Il y a un intérêt, ça va potentiellement être utile sur des gens qui font beaucoup de research sur les equities, qui vont trader d'autres asset classes, d'accord ? Qui vont trader de manière différente aussi, qui vont plus trader les options. Bref, des personnes qui vont travailler aussi beaucoup dans le investment banking, qui vont avoir du portfolio management pour beaucoup de clients. On va dire des gens qui ont des besoins différents. Mais en tant que trader sur FX Spot, donc le marché du Forex direct, enfin, tu peux prendre un Bloomberg Terminal, mais c'est un peu con. Donc voilà, est-ce que je l'utilise tout de suite ? Non. Est-ce que je l'ai utilisé auparavant ? Oui. Est-ce que c'est bien ?
Oui, c'est très bien. Est-ce que ça vaut le coup pour un trader que Forex? Non, ça vaut pas le coup. Tu en penses quoi de Ichimoku? Alors, Ichimoku, pour ceux qui ne savent pas, c'est un indicateur en trading. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Un peu comme tous les autres indicateurs, il n'y a pas un indicateur qui est super bien, un autre qui est super pas bien. Ok, Ichimoku, un truc à savoir, c'est que c'est un indicateur qui, si on regarde de manière statistique, a tendance à marcher et à donner des signaux plus intéressants, premièrement durant les sessions asiatiques et deuxièmement sur les monnaies asiatiques telles que le Chinese Yuan ou le Yen japonais, etc. Pourquoi aussi? Tout simplement c'est des monnaies qui ont plus de volume pendant les sessions asiatiques. Tout simplement parce qu'Ichimoku c'est un indicateur qui est plus utilisé par les traders asiatiques. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense? C'est un indicateur secondaire, d'accord? Comme tout indicateur, ça peut t'aider dans ta stratégie, ça peut être une pièce du puzzle de ta stratégie, mais Ichimoku en tant que tel, c'est pas une stratégie, d'accord? Donc voilà, si c'est quelque chose qui s'ajoute et tu vois vraiment une valeur ajoutée de la manière dont tu l'utilises, tu as backtesté et ça t'aide, fonce, utilise Ichimoku. Si tu utilises Ichimoku juste parce que tu as vu ça quelque part, en gros tu as vu le trading plan de quelqu'un, tu prends la pièce du puzzle d'un trading plan de quelqu'un d'autre et tu la mets dans le tien, sur un puzzle qui n'a rien à voir, évidemment ça va pas marcher. Salut, quelle est ta perf moyenne mensuelle? Alors ça c'est une question qui va varier énormément dans le sens où premièrement j'ai plusieurs comptes. J'ai des comptes avec un capital qui est plus important, dans lequel mes risques en termes de pourcentage vont être beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de risquer autant en termes de pourcentage pour gagner plus en termes monétaires. Et évidemment, je vais avoir d'autres comptes avec des risques un peu plus agressifs. Donc ça, c'est la première chose à noter. Maintenant, en termes de risk to reward, j'aime beaucoup y compter comme ça. Je vais avoir une moyenne qui est dans les 8. Okay, donc je dirais entre 6 et 11 de R à la fin du mois. Donc R, c'est un facteur de risque, c'est-à-dire que si on risque du 1%, ça voudrait dire que je finirai le mois dans les 7 à 8 à 9% à la fin du mois. Donc, comme je dis, c'est une moyenne, ça peut être 2% ce mois-ci, 18% le mois prochain, mais la moyenne, voilà, ce serait entre 6 et 11 facteurs de R. À combien de pourcentage technique versus fondamental tes prises position en Forex? Alors c'est une question assez abstraite et c'est aussi une question dans laquelle la réponse va différer en fonction du moment. Okay, par exemple, au milieu du Covid, le fondamental va avoir une place plus importante pour moi. Même pas tellement en termes économiques, le côté fondamental, mais plus du côté sentiment du risque. Okay, pourquoi? Parce que la pression de l'émotion humaine sur les marchés, donc la peur, l'avarice est extrêmement présente. Donc elle va avoir un impact énorme sur les indices boursiers qui va directement avoir un impact sur le Forex. Okay, donc de rien que ça, je suis obligé d'avoir un énorme côté fondamental à mon trading. Okay, mais après, à d'autres moments où il ne se passe pas grand chose, les indices boursiers sont plats, le VIX est sous les 20, là il va y avoir un peu plus de technique, surtout s'il ne se passe pas grand chose non plus au niveau des banques centrales, je ne vais pas m'arrêter de trader, donc là il va y avoir plus un côté technique. Donc voilà, all in all, je dirais vraiment un 50-50, je suis autant fondamental que technique à ce moment-là. Tu utilises quel broker? Alors personnellement j'utilise plusieurs brokers pour différentes raisons. Mais mon broker Forex principal, c'est Blueberry Markets. Je te mets le lien dans la description. J'utilise aussi FXCM qui a des bureaux en France si ça t'intéresse. Je mets tous les liens dans la description. Et après, j'ai d'autres courtiers que je vais utiliser pour des positions cash, d'autres choses pour les equities, etc. Mais bon, là, on se concentre un peu sur le Forex.